Toutes les pistes qu'on a suivies nous ont conduites jusqu'ici. C'est une interview en or. Il se passe quelque chose sur notre planète, juste sous nos yeux, et nous ne pouvons pas expliquer ces phénomènes. Dans cette enquête, on s'est appuyé sur un logiciel d'analyse de liens pour mieux comprendre les choses étranges qui se produisent dans notre ciel. Ça promet, il a jamais témoigné. Des millions de documents et des milliers de preuves provenant des 4 coins du monde nous ont menés jusqu'ici. Il détecte des espèces de sons sous l'eau qui ne sont pas normaux. Mais la Navy n'a pas d'explication. Il se passe des choses que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. Des objets tapis dans l'eau qui émettent des sons bizarres et qui se déplacent à une vitesse incroyable. Il faut qu'on élucide ces mystères. Grâce aux preuves et aux informations qu'on a, on est à 2 doigts de faire une découverte capitale. On ne s'attendait absolument pas à ça. C'est dingue. Un incident impliquant un ovni s'est produit en 1977. Et tiens-toi bien, des gens se sont fait attaquer. L'enquêteur Mike Cole et l'analyste des conflits Michael Livingstone ont envoyé une équipe au Brésil pour se renseigner sur des ovnis attaquant des humains. Des témoignages ont confirmé que des lumières avaient attaqué et blessé des habitants de Colares pendant plus de 6 mois. D'après le témoin, toutes les victimes ont été soignées par la même femme. Nick et Paul aimeraient entendre sa version des faits, donc ils essayent de la retrouver. Ce médecin pourrait nous offrir une analyse scientifique de ces attaques, et peut-être même des preuves concrètes. Je vais chercher docteur, médecin, Colares et OVNI. On va voir ce que ça donne. On a seulement 3 résultats. C'est elle? La légende dit « Croquis des ovnis de Colares ». Ça doit être elle. Ouais, on dirait bien. Victime d'un chupa-chupa atteinte de brûlure. C'est une femme et notre témoin était un homme. Donc il y a bien plusieurs victimes. C'est vrai. Et ce truc n'est pas une hallucination. Non, c'est une brûlure. C'est quoi l'autre document? Une transcription d'un entretien de 2014. Et on a le nom du médecin. Le docteur Velaïd Sessim Carvalho, médecin principal de Colares au cours des attaques d'OVNI. Et regarde, elle s'est occupée de toutes les victimes. Et c'était son premier emploi. Elle n'avait jamais entendu parler de Colares avant ça. On a quoi d'autre? Ah tiens, regarde. En juillet 77, la première victime était une jeune femme qui était atteinte de faiblesse musculaire et qui ne pouvait ni parler ni entendre. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de la malaria, mais la victime s'était fait attaquer par une lumière alors qu'elle était sur le porche de sa maison. Elle s'est fait attaquer par une lumière, tout comme le témoin qui nous a mis sur cette piste. Elle dit, au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une hallucination collective. On a affaire à un médecin, une scientifique qui a fait des études et suivi des formations pour garder un esprit critique face à ce qu'elle voit. Ce n'est pas quelqu'un qui va facilement se laisser berner, n'est-ce pas? Non. Si un patient soutient que telle chose s'est passée, elle doit être capable de démêler le vrai du faux pour déterminer quel est vraiment le problème. Le problème, en procédant par élimination. Oui. Mais regarde combien d'articles il y a. Au début, ce n'était que tous les 3 jours, mais c'est devenu quotidien. 3 à 4 victimes en un jour. Et en un mois, on a eu plus de 40 victimes. Ça allait crescendo. Ça aurait dû faire plus de bruit que Roswell. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu parler de cette histoire? Il faut qu'on trouve ce médecin et qu'on lui parle. L'article dit qu'elle a un cabinet à Braganza. Peut-être qu'elle est toujours là-bas. Maintenant qu'on a son nom, il faut qu'on parle à cette femme. D'après Paul et Nick, l'armée a débarqué et pris le contrôle de l'île pour recueillir des informations dans le cadre de l'opération Soucoupe. Ça paraît vraiment étrange. Au cours des 4 mois de l'enquête baptisée Opération Soucoupe, l'armée brésilienne a installé des postes de surveillance à Colares et interrogé les victimes des attaques. L'armée a déclaré que l'enquête n'avait pas abouti et a classifié tous les documents. Si ce qu'ils disent dans ce mail est vrai, c'est complètement dingue. Je ne sais pas s'il y a une explication extraterrestre à ces attaques, mais la présence de l'armée à Colares confirme qu'il s'est bien passé quelque chose. Il faut qu'on arrive à en savoir plus sur cette intervention militaire. C'est quoi l'opération Soucoupe? Ça va s'afficher. Il y a seulement 3 documents. On n'a qu'à commencer avec celui-là.
Ce sont des gens qui parlent de l'opération. Le gouvernement brésilien aurait publié certains de ces documents. Certains de ces documents ont été déclassifiés. Ok, donc on peut peut-être en retrouver. Robert Bigelow a racheté tous les documents liés à cet incident au gouvernement brésilien. On le connaît, ce nom. On l'a déjà vu quelque part. Bigelow. C'était le prestataire du programme ATIP. L'ATIP est le programme d'identification avancée des menaces aérospatiales du gouvernement américain, dont l'unique mission était d'enquêter sur les ovnis. Ces archives ont été déclassifiées en 2017 et ont fait couler beaucoup d'encre. Elles constituaient la preuve que les États-Unis connaissaient l'existence de phénomènes ovnis et ne pouvaient les expliquer. Le milliardaire Robert Bigelow a participé à ce programme. Sa société, Bigelow Aerospace, élabore des modules spatiaux et finance des recherches sur des sites connus pour leur signalement d'ovnis. Il était impliqué dans un programme qui étudiait des phénomènes aérospatiaux inexpliqués. Et l'opération Soucoupe l'a suffisamment intrigué pour qu'il rachète tous les documents au gouvernement brésilien. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi est-ce que Robert Bigelow, qui collabore avec la NASA et qui est l'unique prestataire de l'ATIP, s'est confronté aux dédales administratifs et a dépensé son propre argent pour obtenir ces documents hautement confidentiels? On va faire appel à nos contacts au Brésil et en Amérique du Sud pour essayer d'obtenir ces documents. S'il peut accéder à ces documents, nous aussi. C'est incroyable, cette histoire. En attendant d'avoir accès aux archives de l'opération Soucoupe, Nick et Paul sont sur le terrain au Brésil pour rencontrer Velaíde Carvalho, le médecin qui a soigné les victimes des attaques d'OVNI qui se seraient déroulées en 1977. Allez. Bonjour, docteur. Bonjour. Avoir le témoignage d'un médecin qui est rationnel et qui se base sur des preuves pour débusquer la vérité, c'est une chance en or. Si quelqu'un peut nous dire ce qui s'est réellement passé, c'est elle. On enquête sur l'incident de Colares et on nous a dit que vous y étiez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Do primeiro até o último paciente. Ils racontaient tous la même chose. Ils parlaient tous d'un objet volant non identifié qui tirait des rayons lumineux et qui attaquait les gens dans leur maison. Les rayons passaient à travers des fissures, au mur ou au plafond. Et une fois touchés, les victimes étaient paralysées et incapables de réagir ou d'appeler à l'aide. Elles avaient quel genre de symptômes? Com queimaduras no hémitórax. Elles étaient très faibles et elles présentaient des brûlures au niveau du thorax et 2 perforations sur le côté du cou qui étaient parallèles. Les victimes de Colares avaient 2 perforations comme les animaux attaqués aux États-Unis et à Peruíbe. Ça ne peut pas être une coïncidence. Primeiro apareceram as primeiras 4. Puis 10, puis 20, 30, ils avaient les mêmes symptômes. Je suis obligé de demander, selon votre avis professionnel, est-ce qu'il serait possible que toute cette histoire soit le fruit d'une hallucination collective? Não, não existe. Elle-même était très sceptique au début, jusqu'à ce qu'elle les voie de ses propres yeux. Est-ce que vous parlez des blessures ou des lumières? Aos OVNIs. Des ovnis. Elle a vu les ovnis. 3? Ils étaient en forme de soucoupe et tiraient des rayons lumineux sur les gens. Eu ia para perto dos militares mesmo contrariando. Que faisait l'armée? D'après elle, les militaires étaient là pour enquêter et recueillir des informations, et ensuite étouffer l'affaire. De Operação Prata. C'était l'opération Soucoupe. Elle a demandé plusieurs fois à participer aux recherches que les militaires effectuaient, mais ils refusaient. Ils ne voulaient pas qu'elle soit là et elle s'est retrouvée mutée. Vraiment? C'était pour la punir du fait qu'elle parlait de ses attaques. Et est-ce qu'on vous a expliqué ce qui se passait? Não, não. L'armée n'a pas communiqué ces informations au public. On vient d'apprendre que l'armée avait envoyé au moins un peloton de soldats pour enquêter sur ces objets. Tout porte à croire qu'il s'est passé quelque chose de grave à Colares. On doit absolument mettre la main sur les archives de l'opération Soucoupe pour en savoir plus.
L'un des contacts de Nick est parvenu à obtenir un rendez-vous avec un ancien membre du gouvernement qui posséderait l'une des rares copies des documents de l'opération Soucoupe. Il a accepté de les remettre à l'équipe, à condition que son identité ne soit pas divulguée. On a trouvé quelqu'un qui était sur place au moment de l'opération Soucoupe et qui a participé à l'enquête. Ces documents doivent être importants pour qu'il ait décidé de les garder depuis. C'est tout? Comment avez-vous su ce qu'il se passait? Il a des contacts dans l'armée. Ces documents constituent une immense source d'informations. On a plus de 1000 pages de documents qui proviennent des enquêtes effectuées dans le cadre de l'opération Soucoupe. Il faut qu'on épluche tout ça au plus vite. Bon, au boulot. Nick et Paul, accompagnés de leur interprète Eduardo, examinent les documents de l'opération Soucoupe à la recherche d'informations qui pourraient les aider à expliquer les attaques d'OVNI qui se sont produites pendant 6 mois. Est-ce qu'il est bien écrit corps lumineux juste ici? Oui. Est-ce que ça indique une trajectoire ou des directions? Je ne sais pas ce que signifient ces flèches. On risque d'y passer la nuit, mais il faut qu'on passe tous ces documents au peigne fin. Parce qu'il se peut qu'ils renferment la vérité sur ce qui s'est réellement passé à Colares. Je viens de tomber sur un rapport militaire qui date du 5 novembre. C'est une unité militaire qui a observé l'événement et qui l'a photographié. Il y a un autre rapport du 6 novembre 1977 qui a été rédigé par l'armée de l'air. Ils ont aussi pris des photos. On n'est plus en train de parler de simples rumeurs ou de témoignages. On a des documents confidentiels de l'armée brésilienne qui parlent de ces lumières et de ces objets. Et eux-mêmes n'avaient pas l'air de savoir ce que c'était. D'après ces documents, il semblerait que l'armée brésilienne pensait que le pays se faisait attaquer par une espèce de force inconnue. Ce sont deux incidents différents. Oui, ça dit que les objets planaient au-dessus de l'eau. Et qu'après, ils se sont dirigés vers Colares? Oui. Ok, et ici on a une carte. Et apparemment, l'objet arrive de l'eau et celui-là vient de Colares et retourne vers l'eau. J'ai le témoignage d'un pêcheur. Il a vu une lumière qui planait sur la surface de l'eau à environ 2 mètres dans la baie de Marajo. Il dit que l'objet n'avait aucun impact sur l'eau, à tel point qu'il croyait que c'était un sous-marin. C'est ce qu'il dit dans son témoignage. Je pense que c'est la baie sur la carte. Si j'ai bien compris, on a des objets qui se trouvaient au-dessus, tout près et même dans la baie de Marajo. Ça doit être un centre d'activité. Ouais, ça te fait aucun doute. Et il y a une tendance qui émerge. Les objets signalés aussi bien par les civils que par les militaires étaient sur, au-dessus ou à proximité de l'eau. Tout nous pousse à aller à la baie de Marajo. Il faut absolument qu'on y aille. Ouais. Pourquoi est-ce que ces objets sont attirés par l'eau? Voilà la baie de Marajo. C'est immense, on se croirait en pleine mer. Oui, c'est plus grand que ce que je pensais. Le journaliste Paul Biban et l'agent de renseignement Nick Carnesi sont sur l'île de Colares, au Brésil. Ils ont rendez-vous avec un pêcheur mentionné dans les archives de l'opération Soucoupe, qui les mène à l'endroit où il a vu un objet volant en 1977. C'est loin d'ici? C'est ici qu'il a vu les lumières. Elles sont arrivées de là-bas, de cette direction. Et environ 15 minutes après, elles sont arrivées de là-bas. Donc elles volaient un peu partout. Et il y avait combien de lumières? Une seule ou plusieurs? 3. Et il y en avait une jaune, une autre orangée et une rouge. Il pense qu'elle cherchait quelque chose. Il ne saurait pas l'expliquer, mais il avait l'impression qu'elle récoltait des informations. Ces lumières ne se déplaçaient pas sans but. Elles avaient l'air de se déplacer de façon méthodique. Oui. Est-ce qu'elles vous ont visé, vous ou votre bateau?
Oui, la lumière orange l'a visé. Il était accompagné de son frère, et tout ce qu'il y avait autour d'eux s'est retrouvé baigné dans une lumière orange. Son frère était paniqué, et il a voulu se jeter par-dessus bord. Muito medo, muito medo, muito medo. E até sistema nervoso do meu irmão ainda, Il était terrifié, parce qu'il y avait déjà eu des attaques en ville, donc il savait ce dont ces lumières étaient capables. Est-ce que vous les avez vus se poser? Oui, il les a vus plonger dans l'eau. C'est vrai? Dans l'eau? C'est ça. Pour le moment, on s'est concentré sur ce qu'il se passait dans le ciel, mais apparemment, il existe aussi un lien entre les ovnis et l'eau. Est-ce qu'on n'aurait pas fait fausse route jusqu'à présent? C'est vraiment bizarre. On pensait qu'ils n'étaient que dans les airs, mais apparemment, ils peuvent aussi bien évoluer dans l'air que dans l'eau. Oui. Ce pêcheur vient de nous apprendre que ces objets ne volent pas seulement dans les airs, ils vont aussi dans l'eau. On ne s'attendait absolument pas à ça. Et c'était en 1977, quand les lumières étaient partout à Colares. Oui, c'est ça. D'autres gens les ont vus aller dans l'eau depuis? Beaucoup de gens. Vous pouvez interroger d'autres pêcheurs. Vous vous connaissez? Oui. Parlez-nous des lumières que vous avez vues. Il était en train de pêcher. Il était environ 4 heures du matin. Et il a vu des lumières qui arrivaient de la ville. Elles étaient au-dessus des arbres et elles se sont dirigées vers le fleuve. Et elles ont plongé dans l'eau près de la plage. Vous les avez vus plonger près de la plage? Isso, perto da praia. C'est arrivé combien de fois? Une centaine de fois. Ah, d'accord. Toujours ici? Elles sont concentrées ici? Oui. Et vous avez peur de ces lumières? C'est sûr que ça l'angoisse un peu. Mais il est bien obligé de continuer d'aller pêcher. Oui, ça fait partie du quotidien. Ouais. J'en reviens pas. Il y a eu plusieurs signalements à des périodes différentes, et ces pêcheurs ont tous vu la même chose. Un objet qui vole dans les airs, qui décrit des trajectoires complexes, qui plonge dans l'eau et disparaît sous la surface. Lui aussi les a vus? C'était quand la dernière fois que vous avez vu ces lumières? C'était il y a 3 semaines. Ok. C'est récent. Ok, ça continue encore aujourd'hui. Ouais. Elles débarquent de nulle part et elles sont très rapides. Donc il ne sait pas ce que ça peut être. On a plusieurs pêcheurs qui ont parlé d'un vaisseau qui sort de l'eau avant de s'envoler au loin et vice-versa. Ils ne savent pas du tout ce que ça peut être, et moi non plus, à vrai dire. Les sous-marins sont sous l'eau et les avions dans le ciel. Mais je ne connais aucun appareil qui soit capable de faire les deux. Non, je connais pas d'appareil militaire qui en soit capable. Et encore moins dans les années 1970. Si on reprend toutes les données qu'on a recueillies au cours de cette enquête, qu'est-ce qui revient encore et toujours? L'élément qui ressort, c'est l'eau. Que ce soit en Argentine, au Chili et maintenant au Brésil, tous ces phénomènes étranges se sont déroulés à proximité, sur, au-dessus ou sous la surface de l'eau. Peut-être que tous ces incidents sont en lien avec l'eau. Non pas parce que ces ovnis sont intéressés par l'eau, mais parce qu'ils sont capables d'évoluer dans ce milieu. On regardait en haut alors qu'on devait regarder en bas. Oui, ça paraîtrait tout à fait logique. L'eau recouvre une grande majorité de notre planète. Oui. Et on ne sait pas du tout ce qu'il se passe sous la surface de l'eau. Donc si leur but est d'échapper au regard de l'homme, c'est l'endroit idéal. Oui. Pour le moment, on s'est uniquement concentré sur l'espace aérien. Mais il y a une autre tendance qui se dessine nettement. Et il semblerait que pour répondre à nos questions, on doive se concentrer sur l'eau. Ce ne sont pas des objets volants non identifiés, mais des objets sous-marins non identifiés, des OSNI. On va lancer une recherche. Non identifié, volant, submersible, sous-marin. On va déjà voir ce que ça donne. D'accord. Monde entier. On a des résultats un peu partout dans le monde. Ouais.
Commence avec la base de données de signalement. Ok. C'est le dossier du Nimitz. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est parce que c'est un porte-avions? T'as bien mis submersible, non? Suivi des perturbations aquatiques. Mais oui, ça a commencé avec des perturbations dans l'eau. We saw a disturbance in the water, i.e. like a seamount where the waves are breaking over the top, so whitewater. Quand on a étudié l'incident du Nimitz, on s'est focalisé sur le fait que c'était un ovni. Mais si ça se trouve, c'était un osni. Il s'est évidemment passé quelque chose dans le ciel. Mais peut-être que le vrai phénomène s'est produit sous la surface de l'eau. C'est quoi ça? Un précédent signalement d'OVNI sur l'USS Nimitz. Un photographe du nom de Kevin Thomas était sur le pont quand il a observé un immense vaisseau émerger près du porte-avions et disparaître dans les airs. C'était à la fois un osni et un ovni. Donc il y a eu un autre incident impliquant un ovni, qui était aussi un osni sur le même porte-avions une dizaine d'années auparavant? Oui. Si cet homme est dans le coin, il pourra nous en dire plus. Il faut qu'on le retrouve. Oui. Michael utilise le logiciel pour recueillir des données sur Kevin Thomas, tandis que Mike fait appel à son réseau pour obtenir des informations sur le témoin potentiel. C'est un fantôme. Il n'a pas d'adresse mail, pas de téléphone. Il ne veut pas qu'on le retrouve. J'ai vérifié toutes les sources commerciales, et même les sources non commerciales. J'ai rien trouvé. J'ai rien à part sa dernière adresse connue qui est à Dallas, au Texas. On va envoyer Nick et Sarah sur le terrain. Il faut qu'on retrouve ce type. Il y a un autre membre de l'équipage du Nimitz qui a vu un phénomène étrange 13 ans avant l'autre incident. Ce témoin pourrait vraiment faire avancer l'enquête. L'astrophysicienne et journaliste Sarah Credas et l'agent de renseignement Nick Carnesi sont à Dallas, au Texas, pour se rendre à la dernière adresse connue de Kevin Thomas, un ancien photographe de l'US Navy qui aurait observé un osni à proximité du porte-avions Nimitz en 1991. Au début de cette enquête, on a parlé à Kevin Day, qui a été témoin de l'incident du Nimitz. C'est le dossier le plus important qui soit sorti des documents de la type. Et voilà qu'on découvre qu'il y a un autre témoin qui travaillait sur le même porte-avions. Apparemment, il a aussi vu quelque chose d'incroyable. Donc il faut qu'on détermine exactement ce qu'il s'est passé. C'est là? Ouais. Prête? Ouais. Espérons qu'il soit là. Bonjour, on cherche un certain Kevin Thomas. Ce serait pas vous, par hasard? Non, mais c'est à lui que j'ai acheté cette maison. Ah, d'accord. Et est-ce que vous savez qui étaient ses voisins quand il était encore là? Non. D'accord, merci quand même. Merci. Bon, au boulot. Ouais. Il faut qu'on les essaye toutes. Il n'y a personne. On va voir en face. Il y a forcément quelqu'un qui le connaît. Bonjour, on cherche un certain Kevin Thomas qui habitait juste en face. Ouais, je me souviens de lui. Et est-ce que vous savez où il vit? Non, il me semble qu'il avait parlé d'acheter une ferme sur la 78 à Bonham. Mais j'ai pas d'adresse précise. Merci pour votre aide. Bon, on a déjà un point de départ. Donc là, c'est Bonham et il a parlé de la 78. C'est à moins de 100 km d'ici. Il faut qu'on y aille. On a une piste. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à retrouver Kevin pour qu'il nous dise ce qu'il a vu. Alors que Nick et Sarah sont sur le terrain, Mike et Michael recherchent des signalements d'objets sous-marins non identifiés surpassant les capacités technologiques de l'homme. Ok, donc on a un article. Tu peux l'ouvrir? Il date de juillet 2015. Ces dernières années, plusieurs témoignages ont été enregistrés concernant des osnis détectés par la Navy. Marc D'Antonio, un sous-traitant de la Navy, a vu un objet ultra performant apparaître sur le sonar. Il se déplaçait à plusieurs centaines de nœuds. Que ce soit en Russie ou aux États-Unis, il existe des torpilles hyper rapides qui peuvent se déplacer à 200 nœuds. Oui. Mais il parle de plusieurs centaines de nœuds. On a des témoignages qui prouvent qu'il y a des osnis qui se déplacent dans l'eau.
Et je ne sais pas si c'est la preuve d'un contact extraterrestre ou s'il s'agit d'un appareil militaire dont on ne connaît pas l'existence. Mais on ne peut pas ignorer cette piste. Il faut qu'on creuse le sujet. Tu ne vas pas le croire. Il est en Californie du Sud. C'est vrai? Oui. On n'a qu'à aller l'interroger. J'ai une confiance aveugle en nos enquêteurs, mais Mark D'Antonio est tout près d'ici, donc je veux aller lui parler. Grâce à un de ses contacts, Mike obtient les coordonnées de Mark D'Antonio. Super, merci. Il est actuellement en mission au port de Los Angeles et a accepté de rencontrer l'équipe. Mark D'Antonio a l'air fiable comme témoin. C'est un sous-traitant de l'US Navy qui a accès à des programmes sensibles. Toutes les informations qu'on a recueillies suggèrent qu'il existe des objets sous-marins non identifiés qui se déplacent sous la surface de l'eau. Et il pourrait nous en dire plus sur ces phénomènes. Il nous a donné rendez-vous près d'un chantier naval à Long Beach. On parle d'un type qui travaille actuellement pour la Navy. Donc le fait qu'il ait accepté de témoigner en dit long. Ça doit être lui. Merci d'être venu. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous et votre carrière? La Navy a plusieurs classes de navires d'attaque rapide et de sous-marins nucléaires. Et j'ai participé à beaucoup de ces projets. J'ai travaillé sur les sous-marins de la classe Ohio et de la classe Los Angeles également. J'ai bossé sur la classe Columbia, qui est la plus récente, sur la classe Virginia et toutes ces différentes versions. Donc, on peut dire que si c'est quelque chose qui se déplace dans l'eau, vous savez ce que c'est. Que ce soit l'ingénierie ou les performances, vous savez de quoi vous parlez. Autant que possible, oui. On est tombé sur un témoignage assez incroyable concernant un événement que vous avez vécu. Vous pouvez nous parler de la mission du navire sur lequel vous étiez? Non, je ne peux pas, mais je peux vous dire qu'on était en mer sur un sous-marin nucléaire. J'étais en salle de commande à côté de l'analyste acoustique, qui est l'oreille d'or du sous-marin. Et j'entends un sonar à contrôle, engin rapide d'un air paniqué. Rapide comment? Il a dit qu'il se déplaçait à plusieurs centaines de nœuds. L'arme la plus rapide du monde peut se déplacer à environ 200 nœuds. C'est une torpille russe, mais elle fait beaucoup de bruit, alors que cet engin était totalement silencieux. Comment vous le savez? S'il avait été bruyant, on l'aurait vu sur le sonar. L'écran se serait illuminé comme un sapin de Noël. Mais là, ce n'était absolument pas le cas. On ne voyait qu'une très légère trace. Donc vous dites que cet objet qui a été détecté par le sonar se déplaçait plus vite que la torpille la plus perfectionnée que vous connaissez? Oui. Et qu'il se déplaçait plus silencieusement que la torpille la plus perfectionnée, pas seulement de l'US Navy, mais de toutes les marines confondues. À ce que je sache, oui. Et l'analyste acoustique est quelqu'un d'expérimenté qui est censé pouvoir classifier tout ce qu'il voit. Mais là, il en était incapable. Comment vous pouvez en être sûr? Je le sais parce que quand le commandant en second est arrivé, il lui a demandé « J'en fais quoi ?» Ce à quoi il lui a répondu « Archive et enterre ». Vraiment? Oui, comme si c'était normal. Ah bon? Tout à fait normal. C'était banal. Exactement, et ça me rendait fou. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était loin d'être la première fois que la Navy voyait ça. Ils ont ce qu'on appelle le SOSUS, un réseau d'hydrophones répartis dans le monde entier qui peuvent détecter des sons à des milliers de kilomètres. Et ça fait un bon moment que ces microphones ont été installés. Le SOSUS est constitué de milliers d'hydrophones installés en secret par la Navy pour surveiller les sous-marins soviétiques pendant la guerre froide. Selon le temps d'arrivée des ondes sonores sur les différents micros, le SOSUS peut déterminer la vitesse et la trajectoire d'un objet se déplaçant sous l'eau. Ce système est aujourd'hui utilisé par des océanographes cherchant à étudier des sons sous-marins. Mais ces micros ultrasensibles ont également détecté d'étranges phénomènes. J'ai également eu la confirmation qu'il existait un programme qui a pour but de recenser ces bolides sous-marins. L'US Navy possède un programme équivalent à l'ATIP pour suivre les objets sous-marins non identifiés? C'est tout à fait ça. Ça fait plusieurs années, des décennies même, qu'on surveille ces objets sous-marins non identifiés. Mais la Navy n'a pas d'explication. Ils détectent des sortes de mouvements, ou plutôt des espèces de sons sous l'eau, qui ne sont pas normaux.
Et je pense que ces objets sous-marins qui se déplacent à vitesse grand V en sont à l'origine. J'adorerais accéder aux documents de ce programme sur les OSNI. Mais si on n'en a pas entendu parler avant, c'est qu'il doit être ultra confidentiel. Je ne vois pas comment on pourrait accéder à ces informations. Mais il nous reste le SOSUS, le réseau d'hydrophones que Marc D'Antonio a mentionné. C'est un système sous-marin de surveillance qui couvre tous les océans du monde. Que demander de plus? Ce réseau détecte forcément tous les OSNI qui se déplacent dans l'eau 24 heures sur 24. Bon, je vais lancer une recherche avec Navy, SOSUS et non identifiés dans le monde entier. Trois documents. C'est quoi cette synthèse? Dans les années 1970, le SOSUS est égalé. Apparemment, l'Union soviétique travaillait sur un des sous-marins qui pouvait duper le SOSUS en se déplaçant silencieusement. C'est logique. C'est la parfaite contre-attaque. On faisait tout pour détecter les soviétiques et plus tard les Russes. Donc forcément, ils cherchaient le moyen de nous duper. C'est le chat et la souris. Et ça continue aujourd'hui. On a un paquet de signalements d'OSNI, d'objets sous-marins non identifiés aux performances qui surpassent nos capacités technologiques, et de loin. Mais en lisant cette synthèse, je commence à me demander si on ne fait pas erreur en déduisant que cette technologie n'est pas de ce monde. Si ça se trouve, cette technologie est russe. Oui. Maintenant qu'on sait que les Russes ont des capacités technologiques d'échapper au SOSUS, il faut qu'on écarte l'hypothèse que ces objets appartiennent à l'armée russe, avant de pouvoir déterminer si ces OSNI sont bel et bien extraterrestres. Mike et Michael retournent au centre de contrôle pour chercher des sources qui auraient des informations sur les technologies sous-marines russes. Il faut continuer d'appeler. Tu bossais sur les sous-marins russes? L'un des contacts de Mike, qui travaille au ministère de la Défense, lui communique les coordonnées d'un homme en lien étroit avec l'armée russe qui a accepté de partager ses informations. Allez. Je suis impatient d'entendre ce qu'il a à nous dire. L'homme qu'on va rencontrer est un spécialiste des forces maritimes russes. S'il y a quelqu'un qui peut nous dire si les Russes sont à l'origine de ces objets sous-marins non identifiés, c'est bien lui. Paul Stonehill est un ancien citoyen soviétique et journaliste spécialisé dans l'histoire de l'armée russe. Pour déterminer si un OSNI est d'origine extraterrestre, il faut d'abord qu'on écarte la possibilité que l'armée russe se cache derrière tout ça. Paul Stonehill en connaît un rayon sur leur capacité militaire. Et il a encore des contacts dans la marine russe. Donc il sera peut-être en mesure de nous expliquer ces phénomènes sous-marins. On est arrivé à un point de l'enquête où on a des preuves irréfutables qu'il se passe des choses étranges dans l'eau. Et on sait que notre marine n'est pas responsable. Donc est-ce qu'il serait possible que les OSNI qui ont été observés par la Navy soient en réalité des vaisseaux russes qui sont testés sous la surface de l'eau? Non, parce qu'eux aussi enquêtent sur ces mêmes phénomènes. Ils ont un programme qui étudie les ovnis et les OSNI qui interfèrent avec leurs missions secrètes. Pendant plus de 30 ans, les Russes ont cherché à comprendre d'où venaient ces objets qui poursuivaient leurs sous-marins. Les Soviétiques pensaient que c'était les Américains qui étaient à l'origine de ces phénomènes étranges sous l'eau. Et les Américains pensaient que c'était les Soviétiques. Ils ont mis beaucoup de temps avant de comprendre que ni l'un ni l'autre n'était responsable. On est face à des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, et ce, encore aujourd'hui. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des phénomènes sous-marins que l'armée russe et l'armée américaine ne peuvent pas expliquer et qui se produisent dans l'eau en ce moment même. Ouais, on a affaire à des objets étranges tapis dans l'eau, qui émettent des sons bizarres et qui se déplacent à une vitesse incroyable. On ne sait pas ce que ça peut être. Pendant 3 décennies, l'armée russe était persuadée que ces OSNI provenaient de l'armée américaine. Et les États-Unis pensaient que c'était les Russes. Si ce n'est pas le cas, alors d'où viennent-ils? Je suis convaincu que les gouvernements du monde entier discutent de tout ça et vont même jusqu'à coopérer. Vous pensez que les armées américaines et russes seraient en mesure de relever un tel défi? Je ne pourrais pas répondre avec certitude. Mais d'après ce que j'ai vu ces dernières années, des exercices militaires sont organisés dans le monde entier. Ils se préparent. Bien sûr, ils sont bien obligés.
Ils ont la vie de milliards d'êtres humains entre les mains. Et s'ils détectent un appareil ennemi, les gouvernements se doivent de réagir. C'est terrifiant d'imaginer qu'on se prépare pour une guerre alors qu'on ne connaît pas les capacités de notre ennemi. Et je dirais même qu'on sait qu'on ne peut pas rivaliser avec cet ennemi. Ouais, je ne voudrais pas être à leur place, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et je crois que les gouvernements du monde entier sont conscients de la gravité de la situation. Nos pays, nos gouvernements mettent en place des moyens de défense. Ils ne savent peut-être pas tout, mais ils savent qu'il se passe quelque chose. Tout le monde se focalise sur les ovnis dans le ciel, et c'est bien. Mais il faut aussi qu'on regarde ce qu'il se passe sous la surface de l'eau. Il s'y passe des choses qu'on ne peut pas expliquer. Nos militaires sont inquiets, et c'est bien normal. Toutes les données nous conduisent vers l'eau. Et aujourd'hui, on a un témoin en lien étroit avec la marine, aussi bien soviétique que russe. Il nous affirme qu'il n'existe aucune explication terrestre. Il y a de quoi s'inquiéter. C'est cette route. Ouais. Il n'y a personne. Après avoir frappé à plusieurs portes, à Bonham, au Texas, Oui, c'est la prochaine maison. C'est vrai? Nick et Sarah semblent avoir trouvé l'adresse de Kevin Thomas, un ancien photographe de la Navy qui a observé un OSNI alors qu'il était sur le Nimitz en 1991. Prête? Ouais. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Nick. Sarah. Nick comment? Carnegie. Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis un ancien marine et voici ma collaboratrice, Sarah Credas. On mène une enquête et on essaie de retrouver un certain Kevin Thomas. C'est moi. Super. On aimerait vraiment que vous nous racontiez ce que vous avez vu sur le Nimitz en 1991. Comment vous m'avez trouvé? On est en train d'enquêter sur des signalements d'OVNI. Et si on a réussi à vous retrouver, c'est parce qu'on a bien fait notre boulot. On aimerait beaucoup entendre votre témoignage, parce qu'on pense qu'il pourrait vraiment faire avancer notre enquête. Je veux pas en parler. On n'a pas fait tout ça pour se faire claquer la porte au nez. Il faut qu'il nous parle. Toutes les pistes qu'on a suivies nous ont menés jusqu'à vous. Et on veut entendre votre histoire parce qu'on est persuadé que votre témoignage pourrait peser lourd dans cette enquête. Vous êtes un marine? Oui, Vous avez 5 minutes, ok? Entrez. merci. Les données qu'on a recueillies grâce à notre logiciel d'analyse nous ont remis sur la piste du Nimitz, mais 13 ans plus tôt. En tout cas, j'ai tout fait pour qu'on ne me retrouve pas, donc je suis impressionné que vous soyez là. Est-ce que vous accepteriez de nous raconter en détail ce que vous avez vécu sur le Nimitz en 1991? J'étais le responsable du laboratoire photo du navire. Je m'occupais du labo photo qui était à la disposition de l'équipage. J'avais pris l'habitude d'aller regarder le coucher du soleil après ma journée de boulot, histoire de décompresser. Le soleil s'était déjà couché et on est passé en mode invisible. Quand le navire passe en mode invisible, tout est éteint. Il ne peut pas y avoir une seule lumière allumée. En mode invisible, le navire est plongé dans l'obscurité pour se camoufler face aux attaques ennemies. L'équipage reste confiné à l'intérieur et ne sait jamais si cette opération est un simple exercice ou si la menace est réelle. On a un certain laps de temps pour aller à l'intérieur avant d'être coincé dehors. Quand j'ai voulu ouvrir la cloison, elle était fermée, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais attendre dehors. Je suis allé à tribord et j'étais en train de regarder dans l'eau quand j'ai vu un appareil qui était à moitié immergé. Il ressemblait à un triangle noir et il était plus grand que le Nimitz, même à 200 mètres. Ah bon? Le Nimitz fait 300 mètres de long? Je sais plus si c'est 310 ou 340, mais il est immense et je suis resté figé. Je revois cet appareil sombre juste devant moi et il était complètement sec. Il faisait du bruit? Non. Ok. Je l'ai vu planer à une dizaine de mètres de la surface de l'eau et il est parti. Vous en avez parlé à quelqu'un? Pas besoin.
Le lendemain de cette histoire, j'étais en poste et il y a un type qui travaillait au labo photo qui est venu me voir pour me dire que 2 hommes voulaient me parler. C'est le genre de choses qui n'arrive jamais sur un porte-avions. J'ai trouvé ça vraiment bizarre et j'avoue que mon cœur s'est arrêté. Je sentais que j'allais avoir des ennuis. Parce que vous étiez resté dehors? Oui, et surtout parce que j'avais vu quelque chose que j'étais pas censé voir. Ils étaient en uniforme? Non, en tenue civile. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont demandé pourquoi j'étais pas à l'intérieur avec les autres, pourquoi j'étais pas en poste, pourquoi j'étais dehors. Et ils m'ont demandé de plusieurs façons différentes ce que j'avais vu. Vous avez ressenti quoi? Ce que je me suis dit à ce moment précis, c'est « Ne leur dis pas ce que tu as vu, sinon on va te virer de l'armée. » Je leur ai dit que j'étais à l'arrière du navire et que j'attendais que l'exercice se termine pour rentrer. Et j'ai gardé le silence jusqu'à la vidéo du tic-tac. Ça m'a refait penser à toute cette histoire et c'est pour ça que je vous ai laissé entrer. La vidéo du tic-tac sortie en 2017 montre une interaction datant de 2004 entre un pilote de chasse ayant décollé du Nimitz et un objet en forme de tic-tac. Les images ont été rendues publiques par le programme ATIP et authentifiées par l'US Navy en septembre 2019. En quoi est-ce que cet incident ressemblait à celui que vous avez vu? Il y a des moments sur la vidéo où l'objet se déplace de la même façon. Comme ça. Il se déplaçait doucement au début et boum, il a tracé. C'est exactement ce que j'ai vu. Il allait lentement et boum, envolé. Il allait à quelle vitesse? Supersonique. Je dirais aux alentours de Mach 15, Mach 20. Un être humain survivrait? Non, la force de gravitation l'aurait réduit en purée. Il n'aurait jamais survécu. Il avait un système de propulsion? Non, un système de propulsion génère une onde dans une certaine direction. Mais là, il n'y avait aucun signe de propulsion. L'eau n'a même pas bougé d'un poil quand il a décollé. Il était là et il est parti. C'est une coïncidence que ça se soit passé pendant le mode invisible? Non, on était en mode invisible pour qu'on ne le voit pas. Quelqu'un sur le navire savait ce qu'il se passait? Absolument. Je suis sûr que quelqu'un était au courant. Et je pense que ces 2 hommes sont venus m'interroger pour s'assurer que je n'avais rien vu. D'après ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il n'a aucune idée de ce que c'était. Je n'ai aucune hypothèse qui pourrait expliquer ce qu'il a vu. Est-ce que c'est un programme secret de la Navy? Un appareil qu'ils étaient en train de tester? Ou bien toute autre chose? Est-ce qu'il s'agit d'un objet extraterrestre? Quoi qu'il en soit, si on veut avancer une théorie aussi incroyable, il nous faut des preuves en béton. On commence à mieux comprendre pourquoi des programmes comme l'ATIP existent et pourquoi des gens comme Robert Bigelow enquêtent sur ces phénomènes étranges partout dans le monde. Il n'y a pas une seule personne, pas même au sein des gouvernements, qui soit capable d'expliquer ce qui se passe. Le gouvernement cachait quelque chose? Oui. On a eu aussi bien des militaires que des civils. C'est quand j'ai commencé à travailler pour la CIA que j'ai compris ce qu'était un secret. Ils ont témoigné de phénomènes qui semblent sortis d'un film de science-fiction. Des gens habillés tout en noir sont arrivés en 4x4. Mais interroger ces gens, les rencontrer en personne et travailler avec des enquêteurs hautement qualifiés... Il faut qu'on sache ce qu'il s'est passé. ...m'a fait prendre conscience que ces choses que je croyais impossibles sont peut-être vraies. Viens voir. Ce n'est pas un hasard si Robert Bigelow, le prestataire exclusif de l'ATIP, a enquêté sur le même phénomène que nous au Brésil. C'est quoi l'opération Soucoupe? Il ne reste plus qu'à savoir combien de preuves l'ATIP possède encore. C'est un document déclassifié. Ils ne pensaient pas qu'il deviendrait public. Est-ce qu'ils savent déjà qu'il y a eu contact? Ça aurait pu être un ovni? Ça aurait pu être quoi d'autre? Et s'il s'agit vraiment d'extraterrestres, pourquoi sont-ils ici? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Il y avait des objets volants qui tiraient des rayons lumineux sur les gens. Des gens se sont fait attaquer? Notre mission est de découvrir la vérité. Et il va falloir qu'on continue de chercher ces réponses tout seul. On ne va pas baisser les bras.